Bon, nous atteignons les 200 quasiment, donc bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire de présentation de l'activité du GIP Territoire Numérique BFC pour l'année 2021. Nous sommes encore en janvier, donc j'en profite pour évidemment vous souhaiter traditionnel vœu, virtuel forcément, puisque pour les rencontres physiques, nous ne sommes pas forcément partis dans la bonne direction. Nous devons simplement espérer que l'année finisse mieux qu'elle ne commence de ce point de vue. Donc, une belle année à vous tous et vous toutes, et c'est ce que nous avons indiqué dans la carte, pas seulement virtuelle. Nous aurons besoin de nous retrouver. Alors, ce webinaire premier de l'année 2021 reste un webinaire généraliste. Nous en organiserons donc d'autres tout au long de l'année, plus thématiques en fonction notamment des demandes que les adhérents nous adresseront. L'essentiel des participants à ce webinaire est composé d'adhérents du GIP, mais pas uniquement. Je remercie donc la presse, certains organes de presse sont présents, et puis d'autres acteurs, peut-être de futurs adhérents ou partenaires du GIP. On va articuler le travail et la présentation en 5 grandes thématiques, si vous voulez bien. D'abord, un rapide rappel de ce qu'est le GIP. Ensuite, les priorités pour l'année 2021, telles qu'elles ont été arrêtées par notre conseil d'administration à la fin de l'année 2020. Ensuite, je vous donnerai les grands éléments de présentation de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, dont la région Bourgogne-Franche-Comté a voté le principe de création en octobre dernier, en même temps que la région votait sa politique publique des usages numériques. Ensuite, je ferai un petit point rapide sur 2 chantiers prioritaires portés par le GIP. Et puis, je vous parlerai de la relation adhérent. Ça fait quand même un menu assez dense. Nous sommes censés nous échanger, j'allais dire nous parler. Non, c'est un peu descendant le format du webinaire. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Vous pouvez évidemment poser des questions au fil de l'eau. Au GIP, les équipes suivent en même temps et recueilleront les questions dont elles me feront part et auxquelles je répondrai le cas échéant à la fin. La présentation projetée sera mise en ligne sur le site du GIP et vous pourrez donc la télécharger s'il y a des éléments dont vous voulez disposer plus précisément. Mais encore une fois, nous sommes là sur une présentation qui va rester assez généraliste. C'est un premier pas, le 2e webinaire en réalité depuis la crise Covid. Nous en avions fait un en juillet dernier. Et donc, il va cadrer cette année 2021. Alors, un rappel de ce qu'est le GIP, je suppose que c'est à l'écran, nos 1700, un peu plus, adhérents, 6500 interventions pour le compte de ces adhérents, 600 sites web, 760 personnes formées en moyenne par an, 200 000 flux d'actes juridiques, 1000 jeux de données sur le portail IDEO BFC et 5300 marchés publics en moyenne par an, et surtout 45 000 entreprises inscrites sur la salle des marchés publics. Nous sommes le premier fournisseur de marchés publics dématérialisés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour en quelques secondes ce rappel. Si la slide d'après peut arriver. Les outils que nous déployons, vous les connaissez, la dématérialisation des process des collectivités, nous avons un pack dématérialisation, le travail sur les marchés publics. La valorisation et l'exploitation des données, ça va être un grand enjeu, pas seulement de l'année 2021, mais sans doute du mandat devant nous. Là, je m'adresse aux collègues maires et élus municipaux. Les outils de service aux citoyens, la numérisation de la société, qu'on en pense du bien ou du mal, peu importe, elle s'accélère, c'est un fait, et il ne faut pas que l'on reste au bord du fleuve. Il faut embarquer sur ce sujet, et sans doute la crise sanitaire a accéléré. Alors certains spécialistes nous disent qu'on a gagné 5 ans ou 10 ans
dans l'utilisation des outils. Je ne sais pas le quantifier personnellement. Ce que je sais, c'est que ça va effectivement beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu envisager et imaginer, ne serait-ce que par l'utilisation d'outils tels que celui que nous manipulons aujourd'hui, webinaire, formation à distance, réunion à distance, et tout ce que cela va générer d'activités connexes. Les services et les outils que nous développons, les formations, l'accompagnement, dans un accompagnement que nous avons résolument voulu de proximité. Je reviendrai sur les commissions numériques locales auxquelles les adhérents sont conviés 2 fois par an désormais. Un travail d'ingénierie numérique pour tous, ça c'est la nouveauté du projet de Ternum 2030, sur cette décennie qui s'ouvre, un pôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour nos adhérents et très orienté sur les territoires intelligents dont on entend beaucoup parler sans nécessairement toujours savoir ce que l'on peut, ce que l'on doit ou ce qu'on ne doit pas mettre derrière ce terme. L'idée générale quand même est qu'il faut tirer du numérique le meilleur possible sans oublier qu'une grande partie de la population n'est pas en maîtrise absolue du sujet, soit qu'elle ne sait pas, soit qu'elle ne veut pas, soit qu'elle ne peut pas, puisque le très haut débit n'est encore pas opérationnel sur tout le territoire, c'est le moins qu'on puisse dire, même si les choses avancent et avancent plutôt à grands pas désormais. On est en phase d'accélération dans tous les départements du déploiement de la fibre optique, mais la réalité, c'est qu'on est encore loin de l'objectif fixé, ce qui, pour les territoires ruraux, est un handicap. Et puis, le troisième axe de ces services, c'est la médiation numérique, l'inclusion, terme qui est désormais rentré dans le langage commun. Comment accompagner ces 16% de Français selon l'INSEE, ces 50% de Français selon moi-même, qui ont plus ou moins de difficultés avec le numérique, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Voilà le cadre général, vous le connaissez. J'ai besoin qu'on saute à la slide d'après. Un petit rappel sur l'année 2020. Il faut qu'on avance. Voilà. 9625 sollicitations d'assistance, ça veut dire que nos 1700 adhérents ou utilisateurs, ça peut concerner les entreprises, nous ont sollicité près de 10 000 fois au cours de l'année 2020. 8 000 appels, grosso modo, reçus à la centrale sur de l'assistance générale, en augmentation d'1 quart par rapport à 2019. C'est sans doute un des indicateurs les plus évidents de la spécificité de cette année 2020 du fait de la Covid. L'assistance sur le service spécifique de salle des marchés a généré près de 1547 tickets, 1547 appels. La majorité venant des entreprises, 59%, les autres appels venant de nos adhérents. 2134 adhérents et entreprises ont donc sollicité cette assistance. Un peu plus de la moitié une seule fois, un tiers entre 4 à 5 fois et un petit peu plus d'un dixième nous a sollicité 10 fois ou plus. Et ce qui est particulièrement important sur l'année 2020, c'est une amélioration considérable de notre capacité à répondre rapidement à ces interrogations, puisque pour la moitié des demandes, la réponse a pu être trouvée instantanément. Alors, on l'a quantifié à l'échelle de la journée, mais parfois c'était à l'appel tout simplement que la réponse était apportée. 22% dans la semaine, et pour un petit tiers, 28%, il a pu falloir parfois plus de 7 jours pour trouver les réponses adéquates. C'est un taux de réponse et un taux de rapidité extrêmement plus important, plus efficace que ce qu'il était auparavant. On a modifié la manière de recevoir les questions et d'y répondre sous la direction de Juliette Kurtzmann, et les choses de ce point de vue sont vraiment un gage de meilleure qualité de service. Voilà, juste pour que vous puissiez vous rendre compte des fluctuations d'activité. On a multiplié, non, ça ne fait pas 50%, ça fait 100% en réalité, entre janvier 2019 et décembre 2020.
de 412 à 844, même un peu plus. Et vous voyez avec des fluctuations d'activité qui ont été notamment très impactées par le changement de prestataire à la fin de l'année 2019. Vous savez qu'on a eu un basculement, on a mis fin au partenariat public-privé pour entrer dans un système de marché qui nous a permis de gagner 500 000 € par an, ce qui n'est quand même pas rien. Gain qui nous a permis de créer la gratuité de l'adhésion des entreprises des communes de moins de 500 habitants, je le rappelle. Ensuite, on voit que le premier confinement s'est traduit d'abord par une chute d'activité qui est compensée par une suractivité dans la foulée, une baisse sur juillet, août, et ensuite c'est remonté tranquillement jusqu'en décembre pour arriver en décembre à 2 fois plus que ce qui se passait 2 ans auparavant. Sur un point sur lequel je voulais insister auprès de vous, c'est la robustesse et la sécurité des solutions portées par Territoire Numérique. La question de la cybersécurité est en train de devenir absolument centrale dans la gestion de nos systèmes numériques. L'Association des maires de France a publié en partenariat avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, un guide qui est complet, qui est assez technique, pas trop, mais un peu. En tout cas, il l'est beaucoup quand on est dans une toute petite commune. Il l'est beaucoup moins, évidemment, lorsqu'on a des services adaptés. Et très clairement, au niveau de l'Association des maires de France, je vous rappelle que depuis un mois, j'ai pris la présidence de la commission numérique version usage de l'AMF. Ça fait partie clairement des sujets que nos collègues ont fait remonter comme des sujets prioritaires, que celui de la cybersécurité. Et donc, j'ai voulu vous dire aujourd'hui la robustesse des solutions qu'on a mis en œuvre, puisque, alors ça, c'est les équipes qui me le disent, ce n'est pas moi qui l'ai constaté avec mes yeux, mais notre système aurait bloqué 3,6 millions d'attaques, alors des attaques automatisées, évidemment, contre nos outils. Et aucune de ces attaques ne s'est soldée par une dégradation de service. Aucune n'a réussi. C'est donc c'est parfait. Je crois qu'il n'y a aucune attaque qui réussit, c'est parfait. Nous avons mis en place des opérations de maintenance et des correctifs. Nous avons sur notre site 270 000 visiteurs par an. Et puis, nos données, les applications, les 186 applications que le GIP porte, c'est quand même un nombre considérable, sont hébergés sur 109 serveurs répartis dans différentes zones de France. Et bien, tout ça a permis, avec une nouvelle architecture de sécurité par rapport au système précédent, ce niveau de qualité. Je me permets de le souligner là et de vous soumettre l'idée. Vous pouvez y répondre si vous le souhaitez dans le système de chat. Je pense qu'on vous proposera un webinaire ou une formation, on verra le format, sur cette question spécifique de la cybersécurité, à la fois pour rentrer dans le détail, que chacun comprenne ce que nous faisons pour garantir que les services que nous vous offrons sont et de qualité et robustes. Et puis, remarque de l'absence de la fibre, nous listons. Quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de fibre ? Oui, alors, pardon, vu qu'on me met le papier sous le nez, je m'interromps. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les difficultés liées à la numérisation de la société et qui rendent le travail de nos collectivités plus compliqué, il y a celui lié à la difficulté pour les utilisateurs d'approprier les outils numériques, à la fois parce que certains ne peuvent pas, je l'ai dit, quand ils ne peuvent pas, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le réseau. Sauf que le GIP, lui, n'a pas comme mission et vocation de tirer la fibre, pas plus que la région d'ailleurs, puisque dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les départements ou leurs syndicats qui ont lancé depuis plusieurs années les opérations de
de fibrage, de déploiement de la fibre optique à la maison dans les territoires ruraux. Dans les zones urbaines, ce sont les grands opérateurs et essentiellement Orange qui s'en chargent. Les objectifs ne sont pas atteints à ce jour, mais la situation s'améliore. Voilà. Les promesses qui pouvaient nous être faites d'atteindre les objectifs fin 2018, fin 2019, fin 2020 ne le sont pas, mais l'accélération est notable. On a fait le tour avec l'État de l'ensemble des départements tirant la fibre en fin d'année et il nous assure tous que les choses vont s'accélérer. Les sceptiques nous diront qu'ils nous disaient la même chose un an avant. Ça n'est pas tout à fait faux, mais l'honnêteté veut de reconnaître que ça accélère. Voilà. Après, maintenant, dire si les 40 000 prises promises d'ici la fin de l'année dans tel ou tel département sera atteint, moi, je ne peux pas le garantir. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde y travaille et tout le monde souhaite que ça arrive le plus vite possible. Donc, ces questions d'usage qui seraient handicapées par les questions d'infrastructure, elles le sont à l'instant T, mais le jour où la fibre s'allume, à l'instant où elle s'allume, on oubliera les années d'attente et il faudra être en capacité d'utiliser correctement. Je ne dis pas forcément que j'oublierai à titre personnel, mais la question sera réglée. Donc, le défi qui sera devant nous, ce sera la meilleure utilisation possible. Et c'est une chance extraordinaire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour une région essentiellement rurale, que de voir arriver cette fibre très vite, parce que cela vraiment abolira l'espace et le temps dès lors qu'on saura utiliser correctement ces outils, en tout cas mieux que nous ne le faisons. Quand je dis nous, c'est collectivement, moi y compris, dans les années qui viennent. Donc voilà pour cette question de cybersécurité, et je vous dis que je vous proposerai sans doute quelque chose de particulier sur ce point. Alors, les grands projets du GIP 2021 en 5 axes, c'était 6, c'est revenu 5 ? C'est revenu 5. Je me dis que nous sommes revenus à 5. En réalité, ils correspondent à... allons-y. Tout d'abord, je vous les expose au gré de l'organisation fonctionnelle du GIP. On a modifié, il y a un peu plus d'1 an, l'organisation du GIP en 3 grands pôles. Le premier s'occupe de la relation adhérent. Évidemment, il sera chargé d'une prospection active, de mieux faire connaître notre offre, en particulier en direction des communes de moins de 500. La gratuité devrait normalement leur permettre aujourd'hui d'adhérer pour voir, entre guillemets, l'intérêt de notre groupement, c'est la massification. Pour être entendu auprès de l'État, lorsque l'État a une idée parfois iconoclaste sur le numérique, on leur parle avec un peu plus de force si nous disons que nous avons 1700 adhérents que 170 et a fortiori 2000 adhérents ou 2500 adhérents que 1700. Donc l'objectif de monter en nombre d'adhérents, il est souhaitable et puis ça permettra de justifier ou de renforcer nos demandes de financement auprès de la région et auprès des départements partenaires, c'est-à-dire les départements de l'ex-Bourgogne, avec toujours l'espoir que les départements de l'ex-Franche-Comté entendent que la plus-value du GIP est différente des outils qui existent pour l'instant sur leur territoire. Ça reste un défi à relever. Nous n'avons aucune vocation à doublonner, mais simplement à mieux nous faire connaître et mieux valoriser notre expertise numérique. Les formations que nous conduisons à destination de nos adhérents, des élus comme des agents et singulièrement des secrétaires de mairie seront poursuivies, elles seront même développées, accélérées grâce aux formations à distance. On continuera de faire des choses en présentiel, enfin sous réserve que les confinements ne s'éternisent pas et on continuera de toute façon à monter des opérations de formation à distance. Et puis l'idée, c'est de faciliter l'utilisation des services, promouvoir nos solutions et surtout faire en sorte que nos solutions qui existent et qui sont robustes soient utilisées. Pour moi, c'est un vrai sujet. Nous avons beaucoup de solutions extrêmement utiles qui ont prouvé leur efficacité et qui sont sous-utilisées, typiquement le parapheur électronique.
qui permet au maire ou à la secrétaire de mairie de signer à distance de manière dématérialisée et sous-utilisé. Ce n'est pas un outil complexe, c'est un outil robuste qui a fait ses preuves et qui permet très clairement en plus d'associer l'élu à son administration, à sa secrétaire de mairie, à son agent, dans un mouvement qui permet de mieux appréhender tout l'intérêt qu'il y a à faire un certain nombre d'actes de manière dématérialisée. Deuxième série d'objectifs, l'ingénierie pour tous, c'est le nouveau pôle. C'est Massiège que certains d'entre vous avaient sans doute connu. Alors, il nous avait quitté quelques années, il est parti Massiège, d'origine un peu polonaise, et il veut maintenant qu'on l'appelle Mathias, et il a changé. Et du coup, on lui a donné une nouvelle responsabilité importante, il est devant moi là. Cette responsabilité, c'est de porter le pôle ingénierie, le pôle d'accompagnement. Vous savez que l'un de mes objectifs, c'est vraiment de faire du GIP la direction des solutions numériques de chacun de nos adhérents. Alors, la direction, ce n'est pas pour diriger, mais le service des solutions numériques de chacun de nos adhérents. Alors, évidemment, on ne peut pas répondre à 1700 coups de téléphone par jour, même Mathias ne le peut pas, mais nous n'avons pas chacun 1700 questions à poser chaque jour, mais nous pouvons en avoir lorsque nous souhaitons acquérir un nouveau système logiciel, développer un nouveau service, travailler à l'échelle de notre communauté de communes pour mutualiser ou tout simplement faire de la coopération. On n'est pas toujours obligé de mutualiser. Parfois, simplement coopérer peut être important. Et comme on est sur des sujets éminemment techniques, eh bien, il vaut mieux avoir un conseil et une expertise d'intérêt général qui n'a aucune espèce de forme de lien d'intérêt avec les producteurs de logiciels, les prestataires. Et cette parole publique neutre, c'est le GIP qui peut la porter. Et à l'intérieur de ce pôle d'ingénierie pour tous, nous allons y travailler. Alors, le pôle a 3 priorités sur la donnée et l'intelligence artificielle. Il faut qu'on apprenne plus les uns et les autres ce que sont les enjeux et les contraintes et les difficultés autour de ces sujets qui parfois nous paraissent très éloignés de notre réalité quotidienne dans les communes les plus petites, mais en réalité, c'est une fausse perception. Il faut s'en convaincre, et pour s'en convaincre, il faut comprendre ce qui se passe. Et les équipes du GIP, quotidiennement, travaillent à me convaincre moi-même de ces enjeux. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a sans doute un travail de partage et d'échange à renforcer. Ensuite, un travail d'ingénierie autour des 2 thématiques, territoire intelligent et durable, comme je l'ai évoqué en introduction. D'ailleurs, le Conseil régional doit voter cet après-midi, pas cet après-midi, pardon, le 5 février, un appel à projet. Oui, on l'examine en commission cet après-midi, c'est pour ça, pardonnez-moi. On le votera la semaine prochaine. Un appel à projet sur les territoires intelligents et durables, un appel à projet qui sera ouvert avec, à toutes les collectivités, avec deux dimensions, une dimension assez structurante et une dimension plus opérationnelle pour les plus petites d'entre elles. Et puis, le deuxième axe, ce sera le numérique à la demande, vous accompagner sur la rédaction de cahiers des charges, d'achat de logiciels, de réflexion sur votre utilisation du numérique. Et puis, de nouveaux services sont développés et regardés et analysés et testés avec vous. Alors, nouveau pour nous, pas forcément nouveau dans l'univers. Les outils d'alerte SMS, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Les applis citoyennes non plus. Et d'ailleurs, nous n'allons pas forcément en développer de nouvelles. Nous pouvons simplement apporter un conseil sur ce qu'il semble bon de faire ou de ne pas faire pour éviter éventuellement des erreurs ou des fausses routes. Un centre de ressources pour le e-commerce. Le e-commerce est un vrai sujet. On l'a entendu à travers l'irruption médiatique du mois de novembre. On risque de le réentendre là si on est sur un confinement partiel. La question de la numérisation des TPE, PME, qui sont des interlocuteurs de l'échelon communal
est un sujet et le JIP travaillera à son niveau à apporter sa pierre au sujet. On va lancer aussi une expérimentation alors, qui est concentrée sur le département de la Côte d'Or pour démarrer. Ma mairie numérique, on vous fera une présentation détaillée de ce travail. On l'expérimente avant de le proposer, si ça fonctionne, à l'ensemble de nos adhérents. Voilà pour les objectifs de l'ingénierie pour tous. L'autre élément qui dépend aussi de Mathias, c'est le portage de la mission MEDNUM. Alors, MEDNUM, c'est cet acronyme délicieux que nous avons choisi suite à un cofinancement de la Caisse des dépôts pour structurer l'offre d'accompagnement à l'inclusion numérique. L'objectif est d'animer les acteurs ou le réseau d'acteurs travaillant à l'inclusion numérique. Alors, on y trouve le secteur associatif, on y trouve des communes, on y trouve des centres communaux d'action sociale, on y trouve des départements, évidemment, de l'accompagnement, de l'outillage, de la labellisation pour une montée en puissance absolument indispensable dans notre pays de la maîtrise des outils numériques par nos concitoyens. Il ne s'agit pas de forcer 100% de nos concitoyens à utiliser le numérique. On a bien vu les limites, on voit bien en ce moment les limites, par exemple, de l'inscription dans les centres de vaccination pour les plus de 75 ans via Doctolib. Ça se passe très souvent avec l'aide d'un tiers familial ou une collectivité qui donne un coup de main. Il n'empêche que sans forcer toute la population à la dématérialisation, il faut bien accompagner ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent à mieux l'utiliser. Donc ça, c'est une des missions de la MEDNUM et nous entendons participer, accompagner le déploiement des conseillers numériques que le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, vient de créer dans le cadre du plan de relance et pour lequel une nouvelle communication va être faite dans les tout prochains jours. L'automatisation de la mise en relation des candidats conseillers avec les collectivités qui se sont déclarées devrait être ouverte dans les prochains jours, avec un objectif du gouvernement de voir les premiers conseillers arriver en mars. Je ne sais pas si on atteindra cet objectif de manière, s'ils atteindront cet objectif de manière massive dans ces délais-là, mais en tout cas, apporter de l'ingénierie numérique à l'échelle, sans doute souvent d'une intercommunalité, a du sens en lien, encore une fois, avec le monde associatif, les maisons France Service, les autres acteurs de l'inclusion. Donc, c'est un travail sur lequel le GIP entend consacrer de l'énergie. Nous entendons même essayer de participer à l'animation de ce réseau, parce qu'il ne suffira pas d'envoyer un conseiller. Je vais utiliser mon territoire comme exemple pour ne fâcher personne, au cœur, on va dire au fin fond de l'Aussois-Morvan, seul, pour que d'un seul coup, la lumière arrive sur l'ensemble de nos concitoyens qui ont des difficultés. Il va falloir que tout ça soit accompagné, que les réseaux se mettent en place, que les collectivités se parlent et que ces agents se parlent aussi. Donc, on peut contribuer à cet objectif naturellement. Le prochain objectif ou la prochaine direction, c'est celle pilotée par Juliette, qui est la plus technique des directions du GIP, avec 3 axes prioritaires cette année. Continuer sur la satisfaction utilisateur, l'animation de clubs utilisateurs par métier, notamment les DSI, les archivistes, les acheteurs. Je parle plutôt des grosses et moyennes collectivités membres, mais aussi les secrétaires de mairie. La performance et la sécurité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure en évoquant la question de la cybersécurité. Il y a tout un volet d'actions qui seront conduites pour continuer la montée en gamme, ou en tout cas ne pas baisser. On ne peut pas faire beaucoup mieux que 100% de réussite, mais comme les niveaux de remise en cause ou d'attaque peuvent eux aussi, enfin ne peuvent pas, ont tendance à monter en gamme, on doit sans cesse améliorer le système. Et puis, le groupe piloté par Juliette travaille au déploiement et au développement soit de services existants que l'on tente et qu'on réussit à améliorer, soit de nouveaux outils. Voilà.
Concernant la plateforme IDEO BFC qui traite de la question des données, la plateforme IDEO continue son travail en alimentant le réseau d'observation sanitaire et sociale, la formation d'experts en logiciel, en cartographie, développe des projets, notamment Data BFC pour le développement de nouveaux observatoires sur les zones d'activité et la question des déchets notamment. J'y reviendrai tout à l'heure, il y a un enjeu extrêmement important porté par l'État concernant la base adresse nationale. Nous avons encore beaucoup de territoires dans lesquels la situation n'est pas optimum et nous devons vraiment avancer sur ce sujet. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des bases adresses non renseignées. Il y a trop de risques en termes de sécurité sanitaire, il y a des risques des affaiblissements en termes économiques et parfois même des difficultés pour le déploiement de la fibre, même si ça n'est pas le principal problème. Et puis évidemment, le groupe travaille sur la vie générale du portail de données. Voilà pour les axes principaux, les 5 principaux axes de travail du GIP pour cette année. Je vais peut-être vous laisser, je n'ai pas idée de l'heure qui tourne. Ça fait une petite demi-heure que je vous parle. Est-ce que je vous laisse, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à l'agence? S'il y en a, je veux bien y répondre. Je vais couper la caméra 20 secondes pour boire un coup. C'était de l'eau. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Combien en avons en Franche-Comté? Pas suffisamment. Pas suffisamment parce que les départements n'étant pas partenaires, les conditions d'adhésion sont moins intéressantes. Nous avons un partenariat très fructueux avec le SIDEC dans le Jura. J'ai fait valoir, et je continue de le dire, et nous continuerons de le dire, le GIP n'a pas vocation à venir faire des choses qui sont déjà faites. Il n'y a aucune raison de doublonner la dépense publique. Et ça, c'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant. Donc, le but n'est pas d'aller, entre guillemets, marcher sur les plates-bandes de syndicats, de départements, de structures qui auraient déjà mis en place des outils. Mais il se trouve qu'une bonne partie des outils que le GIP porte ne sont pas existants dans la partie Franche-Comté de la région. Ça va se développer dans une logique partenariale. Ah, c'est Gilles Moutet qui pose la question. Bonjour. Alors, Eric Stania demande si nous avons une solution matérielle pour monter un atelier numérique pour les anciens. Alors là, on commence à rentrer dans une partie de détail. Si la solution matérielle, c'est-à-dire vous dire quel type de solution utiliser, à mon sens, oui, ça fera partie des missions de l'accompagnement d'ingénierie, très clairement. Vous dire, il vaut mieux faire avec ceci qu'avec cela, alors dans le respect de la commande publique, voilà, mais un conseil en disant c'est plutôt ce type-là, on ne vous dira pas il faut l'ordinateur de marque X avec la souris de marque Y, mais plutôt ce type de configuration, oui, et c'est notamment le cadre, c'est notamment l'une des missions de la MEDNUM, que de pouvoir présenter un socle à peu près harmonisé de ce que sont les bons outils pour faire la bonne médiation. Il n'y a pas qu'une solution, mais justement en regardant tout ce qui se fait sur la région, ça a été le premier travail de la MEDNUM, a été de regarder, d'aller voir les acteurs sur le terrain, de les interroger, de dire voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui marche moins bien. Donc cette connaissance-là, elle est désormais pas totale, mais en tout cas assez forte. Et donc, ce partage d'informations et d'expertise, oui, nous avons vocation à vous le transférer. Peut-on transférer l'ancien site Internet du GIP vers la nouvelle plateforme C'est mon site et comment avoir accès à ce nouveau site? Ah ben, monsieur Brodier, oui. Et alors, Juliette,
qui est en face de moi avant qu'on démarre le webinaire, me disait surtout, il faut insister pour les adhérents. On est en retard sur le transfert, le déploiement du nouveau site. Les anciens sites vont mourir au 15 septembre. Au 15 septembre, ils disparaissent. Donc, on a jusqu'au 14 pour mettre en place les nouveaux. Sinon, les communes qui avaient un ancien site et n'ont pas procédé à la migration seront sans site pendant quelques temps. Et en plus, il faut quand même reconnaître que la nouvelle version est quand même bien plus intéressante que la précédente, qui avait l'avantage d'exister, mais qui était quand même, qui avait son âge, qui n'était pas la nouvelle version est beaucoup plus ergonomique. Il y a plusieurs versions qui peuvent être déployées. Donc oui, non seulement on peut, mais si je peux me permettre, on doit. Et d'ailleurs, les équipes sont normalement déjà passées d'un mode participatif et bienveillant à un mode directif qui va consister à dire voilà, on va vous accompagner et ce sera telle semaine, à tel moment qu'on va vous écrire ou venir vous voir ou vous expliquer. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. Parce que là, il nous en reste combien, Juliette? Voilà, sur les 600, il nous en reste 450. Et on a commencé la migration au mois d'octobre, il y a 4 mois. Donc, 150 en 4 mois, il nous en reste 450 et il nous reste 9 mois. Ça ne tient pas. Au même rythme, on va en faire 300 et donc on en aura 150 en rade. Donc, il faut absolument accélérer. Voilà. Et du coup, j'ai demandé aux équipes d'être un peu plus directives, de mettre en place un planning, de l'envoyer aux communes et de les assister, sachant que la migration est assez simple à réaliser. Ce n'est pas le GIP qui fait tout de A à Z. On vous montre comment procéder. Et ça se passe très bien. On a 2 témoignages d'ailleurs. Alors, on n'a pas eu le temps de faire des vidéos, mais on a eu 2 témoignages de maires, je crois, de Vaune-Romanée. Non, pas Vaune-Romanée, mais je me souviens plutôt de la commune Alox-Corton, pardon, pour Vaune-Romanée, mais c'est bien aussi Alox-Corton, 135 habitants, voilà, qui a engagé cette migration et qui dit à quel point elle en est heureuse. Voilà, je vais passer à la suite. La plateforme des sites doit évoluer. Oui, si vous parliez de l'évolution des sites, elle a déjà évolué depuis 4 mois. Mais de toute façon, Guillaume Platret posait cette question, donc on le note et si on doit reprendre contact, on vous l'indiquera. Je vais passer à la présentation de l'agence. Il y a des millions de questions, donc là j'arrête parce que vous êtes en train de… Et c'est très bien. Vous pouvez les poser, hein, parce que même si je ne vous réponds pas à l'instant, l'exercice s'y prête pas. En revanche, on les note, elles ne disparaissent pas tout de suite, hein, et les équipes reviendront vers vous après. Alors, le deuxième grand axe de cet échange descendant, c'est la présentation du projet régional d'agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, voté le principe en octobre dernier, mérite un éclaircissement. Alors, les adhérents m'ont entendu déjà, pour ceux qui étaient là à l'Assemblée générale, on exposait les grands principes, c'était tout début novembre, je crois. Les choses ont un peu avancé depuis, mais comme là, vous êtes nombreux, sans doute qui n'étiez pas là, je refais la présentation et je vous dis où nous en sommes. Pourquoi créer une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle? Certainement pas pour créer un nouveau machin, un truc de plus. J'ai pu entendre ici ou là certains dire le problème n'est pas une agence du numérique et de l'intelligence artificielle, le problème c'est avoir du réseau. Oui, il faut avoir du réseau, mais le jour où on a du réseau, si on ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien et surtout, ce n'est pas à nous de gérer cette problématique de réseau. Et sur la question générale du numérique et de l'intelligence artificielle, nous sommes loin d'être au bout du chemin. Les questions économiques, politiques, sociales, sociétales posées par l'intelligence artificielle, on le voit sur le commerce aujourd'hui, on le voit sur la question de la protection des données, on les voit sur la question de la protection
individuelles, des libertés individuelles. On le voit sur l'amélioration du service public, ou la dégradation d'ailleurs, parfois. Parce que mettre en place, dématérialiser à 100% un service public, alors qu'on n'a pas 100% des gens qui peuvent l'utiliser, ça n'est pas un gain pour ceux qui ne peuvent pas. Donc, il y a 1000 questions qui restent sans réponse, et surtout, il y a 1000 acteurs au monde extrêmement pointus qui peuvent nous raconter les histoires qu'ils veulent si nous ne disposons pas de l'ingénierie nécessaire. Ces 1000 acteurs, c'est peut-être très bien les spécialistes des directions numériques de l'État, comme des grandes entreprises, comme de petites entreprises, qui nous parlent, qui, lorsqu'ils nous parlent numérique, nous parlent en une langue que peu d'entre nous maîtrisons. Donc, il est absolument essentiel qu'il y ait une parole d'intérêt général et public, dénuée d'influence privée, capable de porter une réflexion et des conseils sur ces sujets du numérique. Et pour cela, aucune collectivité de Bourgogne-Franche-Comté, à part les plus grosses, et encore, ça reste parfois à démontrer, et en tout cas, ça se limite à leur échelle, ne dispose d'ingénierie extrêmement pointue sur ces sujets. L'idée est donc de disposer dans un même ensemble ces capacités de réflexion, d'accompagnement au service des acteurs du territoire, et certainement pas, je le dis, parce qu'à chaque fois que l'on crée quelque chose de nouveau, ça peut générer des craintes chez les acteurs existants. Il ne s'agit nullement de marcher sur les pieds des acteurs existants, mais bien d'apporter quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire. Tout le monde s'occupe de numérique, c'est un fait, mais très rares sont les ressources dédiées de très haut niveau qui sortent des problématiques spécifiques à chaque collectivité. Donc l'idée est celle-là, il faut pouvoir parler à l'État d'égal à égal. Ce que l'on fait un peu à travers le GIP aujourd'hui, ce que l'on fait même beaucoup avec le GIP aujourd'hui dans nos domaines de compétences, mais c'est insuffisant puisqu'on se contente aujourd'hui de parler à nos adhérents collectivités pour l'essentiel. Donc l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, j'ai tenu à ce qu'on utilise le terme intelligence artificielle, même s'il peut faire peur, peut-être justement parce qu'il peut faire peur. Il faut que l'on s'interroge sur les significations qui sont attachées à ce terme. Cette agence, elle aura 3 objectifs. D'abord, celui d'accompagner les acteurs publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est terminum aujourd'hui, en réalité. Voilà, ce sera un pied de l'agence. Un deuxième pied sera la plateforme régionale d'inclusion numérique dont je vous ai parlé, qui est aussi aujourd'hui hébergée dans le GIP, qui est amené à se développer. On cherche des partenaires pour financer l'enjeu qui est considérable et qui concerne tous les niveaux de collectivité. Les départements au premier chef dans leurs compétences sociales, sans doute s'emparent du sujet. Certains départements ont déjà voté des schémas d'usage numérique ou d'inclusion numérique. Il faut être dans une logique complètement partenariale, du bloc communal à la région. C'est ce qui est inscrit dans la SCORAN, la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, qui a été partagée avec l'ensemble des acteurs. Et il faut donc là mettre en place des outils opérationnels pour que les acteurs publics, en lien aussi avec le privé, notamment le monde associatif, quand je dis le privé, je parle là du monde associatif, sur la question de l'inclusion, démultiplient les actions, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir la moitié de la population en difficulté face à ces sujets. Et le troisième pied, qui est le pied le plus nouveau, c'est celui de la transformation numérique de l'économie. Celui-là, aujourd'hui, n'est pas réellement porté de manière hyper spécialisée. Il est porté par un certain nombre d'acteurs que je rencontre depuis 3 mois et à qui je dis avec force qu'il n'est pas du tout question d'aller, encore une fois, sur leur terrain. Il est simplement question de pouvoir apporter une plus-value. Ces acteurs, ce sont les chambres consulaires, commerce, industrie, artisanat, agriculture. C'est la filière que je rencontre dans 1 heure, une nouvelle fois. La filière, c'est-à-dire les entreprises du numérique. Et puis, c'est le partenaire
pas le partenaire, le bras armé du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté en matière économique, l'Agence économique régionale, qui évidemment traite de ces sujets. Que ce soit la numérisation du commerce et de l'artisanat, des TPE, des petits et des moyens acteurs économiques, ou la question de la relation au monde de la recherche et de la recherche appliquée, aujourd'hui, nous ne disposons pas d'un outil en région suffisamment puissant. Et c'est aussi un signal donné aux autres régions et à la France que de dire que la Bourgogne-Franche-Comté, oui, c'est l'agriculture, oui, c'est le patrimoine, oui, c'est l'industrie, mais c'est aussi l'innovation, c'est aussi le numérique, c'est aussi une région qui, tout en étant rurale, porte un regard aiguisé et actif et efficace sur ce sujet de la numérisation. Donc, l'agence régionale, c'est tout ça, c'est une force d'ingénierie, c'est une force d'accompagnement. Et ça n'est en aucun cas, je le dis parce qu'on me raconte que certaines structures pensent que le projet de la région va consister à avaler ou absorber qui que ce soit. Alors, je vous le dis, s'il y a des gens qui pensent ça autour de la table, ou si vous avez des collègues ou des amis qui vous disent ça, il n'en est absolument pas question. Il n'est pas question de prendre la place des syndicats ou des acteurs ou de la filière, absolument pas. Ça n'est pas l'intention. La réalité, c'est de regarder objectivement ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et les choses qui ne se font pas, l'agence pourra, si les acteurs le souhaitent, le faire. C'est le travail qu'on est en train de conduire de manière très opérationnelle et détaillée avec les acteurs. On n'est pas dans un jeu de rôle là, on n'est pas dans la posture, on est juste dans un moment où on pense que la Bourgogne-Franche-Comté doit dire qu'elle est une région d'innovation, de numérique durable. Il y a un enjeu clair aussi de développement durable, d'appropriation du numérique pour mieux respecter l'environnement. Ce sont des enjeux stratégiques vitaux, je crois, pour l'avenir de notre région. Et cet outil, il sera aussi un phare pour dire cela. Voilà, donc je voulais vous redire ces éléments-là. Si on peut passer à la slide suivante, s'il y en a une, je ne sais plus ce qu'il y a après. Ah oui, non, parce qu'on l'a fait sauter. Non, on n'a pas eu le temps. On devait rajouter une slide, pardon. Vous donnant le calendrier. Là, on est dans la phase technique de travail avec les acteurs économiques, au sens très large que je viens d'évoquer. L'objectif, c'est d'avoir le cadrage d'ici mars-avril. Nous avons procédé de manière partenariale. D'abord, on a posé un principe, la création d'une agence, dont les 2/3 ne posent pas de difficultés, puisque ce sont des choses, dont les 2/3 des missions ne posent pas de difficultés, puisque ce sont des choses existantes, encore une fois, Ternum et Mednum. Et une troisième est à construire, c'est la problématique économique. D'abord, nous avons posé le principe, et maintenant nous travaillons avec les acteurs pour nous mettre d'accord sur ce qu'il est pertinent de mettre dedans ou pas. C'est extrêmement important pour prouver qu'on n'est pas là pour imposer un modèle, mais bien pour construire quelque chose ensemble. Et j'ai oublié dans la présentation, pardon, mais il y a un autre point au-delà de ces 3 axes, un point transversal qui est celui de la relation, la problématique de la donnée et de la recherche et de l'intelligence artificielle qui concerne les 3 axes que je viens de vous donner là et qui sera également au cœur de nos objectifs et de notre travail. Là, c'est plus quelque chose, alors c'est pas du théorique, de la recherche fondamentale, mais c'est réellement être en lien avec tous ces secteurs-là et puis lier le technique, les sciences dures, entre guillemets, aux sciences molles, par opposition, je ne sais pas si le terme est approprié, mais tous les enjeux en termes sociologiques, en termes démographiques, en termes d'aménagement du territoire qui sont liés à l'utilisation de ces outils et à leur développement. Ces enjeux-là doivent aussi être appréhendés et exprimés d'un point de vue, encore une fois, public et d'intérêt général. J'ai siégé hier pour la première fois à l'Observatoire national de présence postale au titre de l'Association des maires de France j'y siège désormais, mais c'était surtout l'occasion pour moi de faire le lien avec les grands objectifs numériques de la Poste. La Poste est une grande entreprise qui vit de grandes mutations, qui parfois
s'éloigne un peu de nous, dans les territoires ruraux, mais qui doit aussi faire face à ces enjeux numériques. Elle veut y contribuer. Et j'ai pu redire à la Direction nationale de la Poste tout l'intérêt qu'il y avait de travailler avec eux, et notamment sur la question de l'inclusion, à condition que l'on distingue bien leur mission de service public des produits qu'ils vendent, parce qu'ils vendent aussi des produits. Quand ils sont prestataires de produits, ils doivent être traités comme tels. Voilà les 3 axes et la problématique données, intelligence artificielle, recherche. Voilà pour l'agence. Est-ce que vous avez des questions sur ce? Je fais une petite pause là-dessus. Est-ce que j'ai encore le temps? Oh oui. J'ai encore le temps. Donc, s'il y a des questions sur l'agence, je veux bien. Pardon pour... Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on en voit? Est-ce qu'on n'en voit pas? Dites-moi. Nous avons droit à des subventions, a dit à 2h38. Non, on ne subventionne pas, nous, ce n'est pas notre rôle. Mais on adhère pour pas cher, c'est comme si on vous subventionnait. Les conseils qu'on vous donne, si vous deviez les avoir, ou les services que l'on propose, si vous devez les acheter dans le privé, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Oui. Il faut que je descende. Attendez, il faut que je descende. Le problème, c'est qu'avec le doigt, ça ne marche pas bien. Je ne pourrais pas avoir une souris? Je n'arrive pas à descendre sur le truc, là. Oui, ça y est. Alors, Vincent, est-ce votre rôle avec le projet aérien d'être l'arbitre ou le collecteur pour les collectivités sur les données? L'activité en réemploi dans le bâtiment nous amène à cartographier le territoire sur nos thèmes, ressources et compétences de la région BFC en valorisation des ressources du bâtiment. Je trouve utile que nos données récoltées puissent être aussi exploitées par le GIP pour une gestion efficiente pour les collectivités. Alors, cette question est assez technique, mais oui, arbitre, je ne sais pas, collecteur, en tout cas, porter la réflexion, tiers de confiance, c'est certain, et justement, poser des principes sur quelles données doivent être exploitées, comment, où, protégées, où elles doivent être hébergées, comment elles doivent être utilisées, c'est clairement des sujets que l'agence doit pouvoir porter en lien avec les spécialistes dont visiblement vous êtes un peu beaucoup. Alors, ça y est, j'ai trouvé une souris. Donc, du coup, je peux descendre sur les questions, pardonnez-moi. Ça saute très vite. Attention au diagnostic sur les usages numériques et l'échelon du territoire. Daniel Coissard, est-ce que l'agence aura pour mission de soutenir le développement économique du territoire et sa valorisation, et aux entreprises, d'aider les entreprises à mettre sur le marché leurs innovations et ainsi accélérer la croissance et leur compétitivité? Alors, sur les champs d'intervention de l'agence en matière économique, c'est justement ce qu'on est en train de travailler et de déterminer avec les acteurs. Il ne s'agit pas d'aller faire le travail à la place des consulaires. Il ne s'agit pas d'aller faire le travail à la place de la filière. Il ne s'agit pas non plus d'aller faire le travail à la place de l'agence économique régionale, mais d'apporter des choses qu'ils font peu ou pas suffisamment ou qu'ils ne savent pas faire. Par exemple, en accompagnement du commerce, sur la numérisation du commerce, les chambres ont des agents sur le terrain qui interviennent, ont développé des outils, notamment un outil qui s'appelle, je ne sais plus comment, 360, un outil de diagnostic pour les commerçants. Typiquement, il ne s'agit pas pour l'agence demain d'envoyer sur le terrain des agents qui remplaceraient les agents des chambres. En revanche, sur la conception d'un outil tel que celui-là, un autre demain, l'agence aura une expertise et les chambres pourraient passer commande à l'agence du développement d'un outil spécifique pour leurs ressortissants. L'idée, c'est aussi de créer une dynamique vertueuse. Si on a une agence qui parle numérique et qui porte la voix du numérique en BFC, ça veut dire que par rapport à la mise sur le marché des innovations, accélérer la croissance et la compétitivité des acteurs, ça veut dire qu'on va avoir un regard croisé qui crée, pardon pour utiliser les néologismes à la mode, mais un écosystème, un environnement favorable. Évidemment, si nous savons tous ce que nous voulons en outil numérique,
nous avons confiance dans les outils qui sont proposés et qu'on nous propose des outils conçus et portés par des entreprises locales, ça va aider les entreprises locales. Mais encore faut-il avoir cette capacité à accompagner et à dynamiser le secteur. Je ne trouve pas de présentation de l'ARNIA sur le site Ternum. Pourriez-vous en envoyer une? Il n'y a pas vraiment de présentation. Ah oui, c'est la presse qui demande ça. Mais on pourra répondre. Si, il y en a une. Ah, il y en a une. Bon, il y en a une. Il y a une question de M. Pierrat. C'est qui, M. Pierrat? Serait-ce le SGAR? M. Pierrat, bonjour. Bonjour. Quel est le statut juridique de la future agence? Je vous dis, si l'État nous garantit beaucoup d'argent pour pouvoir la faire fonctionner correctement, monsieur Le Sgard. Le statut juridique, monsieur Le Sgard, pardon de cette liberté. Mais en attendant, c'est vrai qu'on attend le soutien de l'État. On travaille actuellement une expertise juridique pour faire migrer le GIP, Groupement d'intérêt public Ternum, afin qu'il porte l'agence demain. Pourquoi le GIP? Parce que c'est le système le plus, à ce stade, on est en train de faire expertiser encore une fois par des juristes, ça permet d'associer l'État, c'est important que l'État soit dans un dispositif comme celui-là, les collectivités, bon, au premier chef la région, puisqu'elle porte le projet, mais elle ne le surplombe pas, c'est un partenariat, les communes, le bloc communal, les communes des EPCI et les départements, qui sont des partenaires extrêmement importants et utiles. Donc, l'idée, c'est que ce modèle, il a fait ses preuves avec le portage de Ternum. Il n'y a pas de raison, a priori, de s'en éloigner. Le sujet est aussi de ne pas créer une instance supplémentaire. Je l'ai dit en introduction, on ne crée pas un nouvel outil en plus, on crée un nouvel outil qui additionne. Et ce qu'il additionne, c'est notamment ce que le GIP fait aujourd'hui. Donc, c'est plutôt autour du GIP, de sa gouvernance qu'il faudra faire évoluer et de ses statuts que l'on pourrait constituer l'agence. Ça permet de démarrer très vite aussi, puisque le GIP, il existe, il a ses locaux, il a aujourd'hui sa structure. Évidemment, l'agence, elle devra recruter de l'ingénierie, elle devra recruter des spécialistes de la donnée, des spécialistes de l'intelligence artificielle, elle devra se structurer, mais on a déjà une base. Si on disait demain, le GIP et l'agence, sous réserve qu'on respecte les étapes juridiques, c'est opérationnel demain. Alors, ce ne sera pas opérationnel à 100% de l'objectif d'une agence complète, ça va prendre plusieurs années peut-être pour arriver à un outil complet. Mais on a déjà 70-80% avec le GIP. Comment, spectateur anonyme me pose la question de comment l'ARNIA se positionne face aux différents cabinets conseils ou cabinets d'AMOA privés. Elle se comportera comme… Moi, je pense qu'il faut une parole publique d'intérêt général. Les cabinets privés, ils ont toute leur légitimité à exister. Ils se positionnent. Mais justement, aujourd'hui, dans le public, nous n'avons pas d'expertise suffisante. À chaque fois que nous avons un gros sujet numérique, y compris dans les grandes collectivités, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des cabinets privés spécialisés. Très bien, je n'ai pas de souci a priori, mais notre capacité d'expertise en interne de ce qui est proposé par ces cabinets est parfois insuffisante. Elle l'est totalement dans les petites et moyennes collectivités où on a zéro expertise numérique. Donc, pour le coup, avec tout le respect que j'ai pour les agents des petites et moyennes communes, mais quand ils ne sont pas informaticiens et spécialistes du numérique, vous savez que je pense que notre pays repose beaucoup sur la qualité des secrétaires de mairie, couteau suisse de la République dans les territoires, mais que ces couteaux suisses ne sont pas, par définition, des experts d'intelligence artificielle, de données, de cybersécurité, que pour cela, il faut qu'on aille chercher une expertise extérieure. Disposez-vous d'une cartographie des acteurs qui participent au projet de l'ARNIA? Avez-vous identifié ceux qui pratiquent déjà de l'IA? Non, pas encore. Nous sommes en construction. Prestation de sauvegarde de données informatiques des collectivités au fil du temps et stockage devient plus important et le coût s'envole.
Alors, ça fait partie, spectateur anonyme, des questions que je considère prioritaires, qu'on a fait remonter au terme des commissions numériques locales de l'automne. Je pense qu'il faut que nous offrions des solutions de stockage de données, des data centers pour parler clair, des centres d'hébergement de données, territorialisés, publics, ça c'est ma conviction, et transparents. On doit pouvoir dire aux communes et aux collectivités du territoire, vos données, elles sont stockées à tel endroit, elles sont répliquées à tel autre endroit, et elles sont gérées par monsieur X ou madame Y. Aujourd'hui, de tels centres publics n'existent que pour le domaine de la santé, de la recherche essentiellement. On a un data center important à l'université à Dijon, il y en a un autre à Besançon. Voilà. Mais sur la donnée publique en général, voilà. Alors là, ce que je vous ai donné, c'est ma conviction, ce n'est pas forcément le bout du chemin. Ça fait partie des choses à construire. Mais moi, je pense que la souveraineté de la donnée et sa sécurité imposent ce genre de trancher sur ce genre de problématique. Est-ce que le stockage s'appuiera sur les hébergeurs privés qui existent déjà sur le territoire BFC? Je ne saurais vous le dire. Ça fait partie des questions. Les hébergeurs privés, sans doute, le souhaiteront. Après, il existe des modèles de services publics, vous le savez, et depuis longtemps exploités par des privés selon des cahiers des charges, en DSP ou selon d'autres modalités. Tout ça est à construire. Je ne peux pas vous donner le résultat de la compétition avant la fin du match. Ce qui est important, c'est de dire qu'il faut une vraie mobilisation autour de ces sujets. Il faudra parler au secteur privé, évidemment. On ne pourrait pas faire sans. Mais il faut quelqu'un, pour ma part, je considère et nous considérons à la région, encore une fois, qu'une parole publique d'intérêt général, objective et non soumise à des intérêts privés est essentielle dans le domaine du numérique. C'est essentiel dans le domaine de la donnée en général et donc du numérique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres sujets? Non, bon, on va passer. Si d'autres questions reviennent, évidemment, vous pourrez m'en faire part. Mais ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble et je ne voudrais pas épuiser votre patience. Alors, les 3 points qui sont, j'en ai loupé un, d'actualité. Alors, BAN-BAL, base adresse nationale, base adresse locale. On appelle votre attention sur ce sujet. C'est un travail que IDEO prend à bras-le-corps, c'est ça? Je ne sais pas dire exactement en vrai quelle est l'action, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, est en train de discuter. Je ne pense pas que ça ait été arrêté encore, mais nous avons été sollicités à l'AMF sur le sujet pour savoir si l'obligation de rentrer dans la base adresse nationale, qui aujourd'hui s'applique aux communes de plus de 2000 habitants, si je ne m'abuse, s'il fallait descendre cette obligation à toutes les communes. L'avis à ce stade, c'est que oui, il faut descendre cette obligation à toutes les communes parce c'est une question désormais de sécurité publique. Ça n'est pas la question de savoir si on se fait livrer une commande sur un site de vente à distance correctement chez soi, ou même pas de savoir si c'est indispensable pour avoir son adressage en fibre à la maison. Le vrai sujet de la base adresse nationale est donc d'avoir des noms de voiries avec des numéros qui identifient précisément les habitations. C'est d'abord une question de sécurité. C'est d'abord l'arrivée des pompiers, de l'ambulance, etc. Donc ça, c'est un enjeu qui ne peut pas, c'est une question d'égalité entre les territoires, ça ne peut pas être réservé aux espaces urbains et aux villes qui l'ont fait par obligation depuis longtemps. Donc là, il y a un enjeu et il va y avoir le développement de bases adresses locales qui s'interconnectent avec la base adresse nationale.
IDEO accompagne sur cette problématique. Alors, ce n'est pas IDEO qui nomme la rue et qui décide du numéro du bâtiment dans la rue, évidemment, mais sur la numérisation du sujet, c'est là que nous intervenons. J'insiste parce que ça fait des années, notamment avec la Poste, qu'en Côte d'Or en particulier, on porte ce sujet. Il pose des questions et des difficultés dans des petites communes avec de petits budgets, renommer, mettre des plaques, des numéros, tout ça à la fois prend du temps. Les élus sont toujours bénévoles et toujours prêts à en consacrer du temps, mais ça coûte aussi parfois relativement cher. Donc, ce que l'on a dit, c'est qu'on était favorable. Il fallait que tout le monde nomme et numérote, évidemment, en laissant de la liberté aux collectivités. Quant à la manière dont elles veulent le faire, il n'y a pas obligation de numéroter chaque parcelle et chaque maison avec une plaque émaillée dont le coût serait prohibitif. Mais c'est un véritable enjeu, un peu technique, mais c'est un véritable enjeu. Deuxième sujet, on en a déjà largement parlé, il y a eu beaucoup de questions, c'est la préoccupation de Juliette. Alors, faites attention à Juliette parce que 150 sur 600, ce n'est pas assez en 4 mois. Le générateur C'est mon site est en route. Coupure définitive le 15 septembre. Il faut 3 mois entre la première formation et la mise en ligne du nouveau site, dit Juliette. En moyenne, c'est ce qui est constaté. Donc, ça veut dire que pour finir le 15 septembre, il faut s'y mettre au 15 juin. Au plus tard. Au plus tard. Et que si vous vous y mettez tous en même temps, l'accompagnement pour nous sera compliqué. En plus, si on s'y met au 15 juin, impossible que le mois d'août ne soit pas le mois le plus actif de l'année. Et voilà, donc il ne faut vraiment pas perdre de temps. Nous avons mis en place des formations, des classes virtuelles, un webinaire avec une thématique différente les mardis de 10 à 11, des ateliers, des questions-réponses en ligne les mardis de 11 à 12, des tutoriels pas à pas et vidéos en ligne. Les informations sont, voilà, vous pouvez les avoir sur BFC, sur son site. Vous avez tout ça. Et puis ensuite, il faut regarder ce qui a déjà été fait. Vous verrez que ça fonctionne et que c'est plutôt une modernisation intéressante des sites. Si je ne vais pas mélanger mes affaires, pensez à moi. Ah, je suis en connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Allô, allô. Je suis sur celle d'après. Bon. C'est au moment où je vais vous parler, voilà, ça y est, c'est apparu, où je devais vous dire que nous sommes à votre écoute. Alors, si au moment où je vous dis nous sommes à votre écoute, vous ne m'entendez plus. Je ne suis pas connecté? Ah, je me perds. Comment? Vous m'avez perdu. Ah. Bon, écoutez, ça a l'air compliqué. Vous voyez, même au cœur d'une métropole, le débit peut parfois souffrir. Dites-moi, que voulez-vous que je fasse? Bon, vous m'entendez. Alors, bon, écoutez, je fais comme si vous m'entendez tous. Sinon, vous enverrez un PowerPoint. On était de toute façon à la fin pour vous dire que les commissions numériques locales se dérouleront du 15 mars au 9 avril pour la version, pour l'édition de printemps. L'automne sera à l'automne. Avec ça, vous êtes bien avancé. Ce sera la première série réellement de travail. La première, on avait présenté le principe des commissions. Là, on va réellement vous apporter les éléments. Ensuite, les différents logiciels, les différentes actions portées par les dates. Nous n'avons pas les thèmes encore, mais il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 dates en février et 4 en mars.
Ce sont les ambassadrices qui animent ces séminaires. Les thématiques seront mises en ligne. Alors, on me dit que ce sont des webinaires de présentation de tous les services. Voilà, les 8 premiers, là, les 9 premiers. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on rentre dans le détail un peu quand même. D'accord. L'idée, c'est de vous proposer à terme, tout de même, c'est de ne pas vous enfermer dans ce que l'espace et le temps ont d'enfermement. Avant, on était obligé de se déplacer systématiquement physiquement. L'idée de pouvoir produire des outils que vous pouvez consulter, c'est de ne pas vous imposer que ce soit tel jour à telle heure. C'est que vous puissiez les consulter quand ça vous continue, et on continue à faire des choses en direct, évidemment, pour cette interactivité-là. Mais on doit aussi pouvoir développer des choses que vous souhaitez. Et quand vous êtes voilà, en train de travailler sur tel ou tel sujet, voilà, des nouveaux déploiements issus de la crise Covid, que de mettre en place ces outils dématérialisés. Et je crois que j'ai fini sur ce que vous m'aviez, sur ce qui était prévu. Je l'ai dit en sécurité, sans doute vous sera proposé comme un sujet, peut-être avec des intervenants extérieurs pour voir les formats. J'ai bien vu à travers les questions, et c'est normal, et le GIP entend qui vous sont propres, enfin, qui correspondent à ce que chacun d'entre vous porte comme responsabilité ou comme enjeu à l'instant, en fonction du GIP, que de pouvoir répondre de manière individualisée. C'est notamment Mathias qui gère cette affaire-là. Qu'est-ce que nous dit Bernard Baudrier? Ça fait 2 ans que nous avons mis en place nos adresses dans une petite commune. Nous avons servi l'IGN et ainsi on peut les voir à jour sur la carte de géoportail. Par contre, sur Google Maps, elles n'y sont pas. Y a-t-il une démarche particulière? Je ne sais pas vous répondre, mais on vous trouvera la réponse. Pour un site actuellement non géré par Terre Nue, combien faut-il compte-t-il s'élancer pour imaginer notre futur site? Alors, on a une dizaine d'exemples, on va vous répondre. En l'occurrence, je vais couper la vidéo, mais si je coupe la vidéo, on ne voit plus. Non, je coupe la vidéo, peut-être que le son sera meilleur. Lorsqu'on n'est pas sur un ancien site du GIP et qu'on veut utiliser le nouveau, on n'est pas dans le problématique de migration, évidemment. La migration pour le 15 septembre, c'est juste les anciens sites qui étaient, ne pourront plus être au 15 septembre. Si vous avez un site ailleurs et que vous voulez venir sur ces bons sites, vous pouvez le faire le 15 octobre ou le 1er janvier de l'année prochaine si vous voulez, puisque c'est vous qui déterminerez quand vous éteignez votre autre site. Donc, ce que j'exprimais tout à l'heure, c'était vraiment par rapport au site. De nouvelles formations sont-elles prévues, par exemple, sur la sécurisation des données, mise en réseau de matériel, etc. Oui, ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de créer des formations et des webinaires aussi en fonction de vos demandes. Donc, il faut les faire remonter. Quand on sait apporter une plus-value, et si on sait le faire, eh bien, et si la demande semble partagée, si c'est un sujet qui concerne 2 adhérents et qu'on a l'impression que ça ne concerne personne d'autre, on traitera le dossier en individuel. Si on pense que c'est un sujet transverse, on en fera évidemment un sujet public sous forme de webinaire ou de formation. Voilà. Je vais descendre aux dernières questions si j'en vois encore. Le transfert de visibilité entre ancien et nouveau site pour éviter la perte de référence. Vincent Liébard, la BAN est en open data depuis 2020. C'est à Google de mettre à jour sur base adresse. Parfait. Vous voyez, l'intérêt de se parler entre nous,
J'avais entendu durant les commissions numériques que celles-ci auront lieu en avril. Oui, je vous ai donné quelle date? Je vous ai donné. Cheval sur les deux. Spectateur anonyme. Avant les vacances scolaires. Oui, parce que pour caler les dates, on essaye de tenir compte des contraintes extérieures. Alors évidemment, il y a la question de la situation sanitaire qui, comme pour chacune de nos activités, peut évidemment impacter l'organisation. S'il n'y a pas d'autres questions, on avait dit qu'on finissait au max à 15h30, il est 15h20, ce qui veut donc dire que pour une fois, j'ai été moins long que d'habitude. Donc, si voilà, vous êtes encore 200 connectés, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette présentation des priorités du GIP pour l'année 2021, de ce projet d'agence régionale. Accessoirement, cette agence régionale va être unique en France. On n'a pas fait ce choix-là et l'État, comme vous le savez, a décidé de fusionner son agence numérique qui s'occupait beaucoup d'infrastructures au sein de la NCT. Nous, on pense qu'il y a un véritable enjeu usage du numérique. C'est pourquoi on a lancé ce travail. Si vous pouvez vous en faire l'écho, faire remonter l'intérêt que vous y trouvez, ça ne peut que nous aider. Plus cette agence sera forte, plus on pourra accompagner notamment les petits et les moyens acteurs, ceux qui n'ont pas d'ingénierie, à embrasser la totalité de en tout cas la plus grande partie possible de cette révolution qui est loin d'être terminée des usages numériques, en espérant néanmoins que nous pourrons reprendre une vie de contact, une vie normale, une vie d'échange. Le numérique, il n'est qu'un moyen, il ne doit pas être une fin en soi. Il doit nous aider là où c'est possible, mais il ne doit certainement pas nous remplacer. Donc, le vœu que je formule pour terminer ce webinaire, c'est qu'on se revoie rapidement et qu'on sorte de ce tunnel. Je crois nous montrer aussi responsable et patient que possible, même si notre système médiatique a tendance à ne montrer que ce qui ne va pas. Il y a aussi beaucoup d'énergie déployée par la fonction publique, par les services publics, par les entreprises, par les acteurs pour nous adapter. Il ne faut pas minimiser la difficulté pour les individus, les drames que ça peut, ou les complexités que ça génère, tant pour les plus âgés que pour les plus jeunes. Mais c'est dans un message de rassemblement qu'on peut dépasser ces éléments-là. En tout cas, à votre disposition, à votre écoute, je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes.